Allez, il est 11h04. Merci beaucoup à l'audience qui s'est déjà connectée. Peut-être certains nous rejoindront en cours de route. Je suis Vincent Leguet, manager général pour l'Europe de la société NAMSA. Je vais juste être un facilitateur aujourd'hui et je suis ravi de pouvoir faciliter et introduire ce webinaire sur lequel vous nous avez fait le plaisir de vous connecter, conjointement organisé par la société Ariac. Michael présentera justement tout à l'heure, et NAMSA avec Thomas Miramon, un de nos experts. Et Michael et Thomas échangeront leurs connaissances et aussi leur retour d'expérience autour d'un thème assez clé pour l'industrie du dispositif médical, à savoir comment naviguer les exigences de l'ISO 13485 d'un côté, du règlement européen de l'autre, de sorte de construire et de maintenir un système de management de la qualité qui réponde à toutes les exigences. On sait tous que parfois, les deux règlements en question, les deux guides en question s'alignent plus ou moins. Et donc, un des sujets du jour, c'est de voir comment les faire converger dans le meilleur intérêt de la mise sur le marché et du maintien sur le marché des dispositifs médicaux. Nos speakers du jour, donc, Michael et Thomas, à qui je laisse le soin de se présenter. Très bien, merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Mickaël Brégan. Je suis ingénieur en technologie biomédicale. J'ai 17 ans d'expérience dans les dispositifs médicaux, biotech et pharma, de la classe 1 à classe 3, donc les classes de risque des plus faibles aux plus élevées liées aux dispositifs médicaux. Je suis lead auditeur 13485 et j'accompagne les sociétés et tout organisme dans des démarches qualité jusqu'à la certification au niveau 13485. Merci Mickaël, bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Thomas Miramon, donc senior consultante donc chez NAMSA, donc au niveau réglementaire. Depuis à peu près 3 ans, j'étais anciennement donc chez BSI, donc l'organisme notifié anglais, en tant qu'expert évaluateur et chef de projet. Et j'ai eu une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine des dispositifs médicaux, avec un background, donc un doctorat en ingénierie tissulaire osseuse. Donc voilà, c'est expert surtout sur tout ce qui va être technologie d'implantation pour le dentaire, l'orthopédie. Voilà. Très bien, parfait. Donc, effectivement, nous avons la tâche commune avec NAMSA d'animer, de co-animer un webinaire sur la conformité d'un système de management de la qualité. Alors ici, vous verrez plusieurs acronymes, hein. L'acronyme, le QMS, Quality Management System, acronyme anglais, qui est l'équivalent de SMQ, système de management de la qualité. Donc, on verra les différences entre un système de management de la qualité selon ISO 13485, qui est le référentiel reconnu et archi-reconnu lié aux dispositifs médicaux en termes de système de management de la qualité, et puis les exigences du nouveau règlement MDR pour la Medical Device Regulation au niveau européen. Donc nous verrons également comment intégrer les spécificités du nouveau règlement dans un système de management de la qualité, et c'est tout l'intérêt de ce webinaire. Et également, nous aurons la chance, et je dois dire, mettre un grand point là-dessus, c'est le retour d'expérience client, puisque effectivement, la réglementation est accessible et gratuite, la réglementation européenne, MDR. En revanche, le retour d'expérience nous offre un panorama assez exceptionnel, je dirais, de retour par rapport à la difficulté, mais aussi au point clé de cette réglementation MDR vis-à-vis de la 13485. Donc, on va parler des exigences qui ne sont pas couvertes ou partiellement couvertes par cette ISO 13485. On a décidé de faire le choix sur ces éléments-là et pas effectivement de parler des similitudes, mais vraiment des gaps, des écarts par rapport à ces deux référentiels. Alors, il faut savoir que ISO 13485 est une démarche volontaire, ce qui n'est pas le cas du nouveau règlement européen qui effectivement est une obligation. Et en l'occurrence, l'amendement 1.11 de la 13485, donc édité en 2021, nous fournit des annexes qui vont nous permettre de faciliter une certaine migration vers des exigences MDR. Donc on verra que dans ces annexes, il y a plusieurs tableaux, à savoir le premier, le tableau ZA1, qui énumère des différences entre la norme 13485 et les exigences du système de gestion de la qualité
autrement appelé SGQ. Alors, c'est une spécificité du MDR, hein. On ne va pas parler de SMQ, mais du SGQ. Entre nous, ce sont la même chose, hein. On est sur un système fondé sur des processus, mais c'est le terme utilisé par la réglementation européenne. Donc, notamment vis-à-vis de l'article 10, qui est l'article, je dirais, clé de cet MDR, parmi tant d'autres, mais en tout cas, ici, on va parler d'obligations générales des fabricants. Le tableau ZA2 énumère les différences entre la norme 13485 toujours et le MDR, mais par rapport cette fois à l'annexe 9, qui concerne l'évaluation de la conformité fondée sur un système de gestion de la qualité, autrement dit un SMQ, et sur l'évaluation de la documentation technique, qui elle est spécifique à un dispositif médical ou une gamme de produits. Et puis le dernier tableau de cette annexe ZA, c'est le ZA3 qui énumère des différences toujours entre la norme et le MDR, cette fois par rapport à l'annexe 11 qui concerne l'évaluation de la conformité fondée sur la vérification de la conformité du produit. Donc une annexe supplémentaire, une voie réglementaire supplémentaire par rapport à cela. Alors, une première diapositive, je dirais, de données quantitatives par rapport aux points qui sont couverts et non couverts. Donc, il faut savoir que 20 paragraphes de la norme 13485 sont partiellement couverts par les exigences du MDR, donc à savoir l'article 10 qui est relatif aux obligations générales des fabricants. L'annexe 9, donc ce sont la première voie réglementaire, hein, qui, je rappelle, est majoritairement utilisée, à savoir l'évaluation d'un système de management de la qualité et l'évaluation d'un dossier technique. Donc 14 paragraphes donc de la norme, hein, 13485, sont partiellement couverts vis-à-vis des exigences MDR. Et puis l'annexe 11, 8 paragraphes. Non couverts, cette fois 9 paragraphes selon l'article 10, 8 paragraphes selon l'annexe 9 et 4 paragraphes selon l'annexe 11. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est couvert, pas couvert? On va y arriver, mais tout ça pour vous dire que d'un point de vue quantifiable, il y a quand même des éléments à considérer et à faire très attention de manière à être en conformité à la fois aux exigences du règlement MDR et par rapport à une norme ISO 13485 qui peut être source de non-conformité lors d'audits en phase 1 et en phase 2. Donc, l'intérêt, effectivement, est de voir un petit peu dans le détail par rapport aux exigences qui ne sont pas couvertes par l'ISO 13485. En l'occurrence, on va retrouver l'évaluation clinique, alors qui est très très brièvement abordée dans cette ISO 13485, mais on aura un article dédié dans l'AMDR, en l'occurrence l'article 61. On aura également une déclaration de conformité, donc la EU déclaration. Donc celle-là, elle est spécifique pour l'Europe. Donc l'article 19 fait état de cette déclaration de conformité. On aura également des exigences par rapport aux bases de données que vous connaissez peut-être. Alors on va parler de EUDAMED au niveau de l'Europe et on va parler de SwissDAMED au niveau de la Suisse, couvert par l'article 33. Il faut savoir que par rapport à ces bases de données, on va pouvoir intégrer des éléments de traçabilité à la fois au niveau des opérateurs économiques, donc je le rappelle, c'est importateurs, mandateurs, fabricants, distributeurs, mais également par rapport aux dispositifs médicaux et aux certificats qui sont associés, bien évidemment. EUDAMED est aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, 3 modules sont actifs. Au niveau de SwissDAMED, simplement un module est actif, c'est le module des opérateurs économiques. Le deuxième est en cours d'implémentation. Nous allons retrouver également un système d'identification unique appelé UDI selon les articles 27, 29 et 31. Donc pour Unique Device Identification. Donc effectivement, ça c'est une nouveauté MDR qui est quelque part pas tellement abordée, voire pas du tout décrite dans l'ISO 13485, mais qu'on retrouverait déjà dans des référentiels autres comme l'US, hein, le Code fédéral américain, qui était déjà précurseur de UDI avant la réglementation européenne. Nous allons retrouver également un système détaillé de surveillance post-commercialisation et de matériaux-vigilance avec des éléments spécifiques par rapport à des mises à jour, on va appeler de post-market surveillance, donc de rapport de surveillance du marché des dispositifs médicaux pour les classes 1. Et on va parler de PSUR pour les classes 2A et supérieures. En l'occurrence, ce sont des rapports périodiques de sécurité et de performance.
Alors, Michael, si je me permets, du coup, effectivement, là-dessus, je voulais rebondir sur l'importance de ces exigences au niveau des fréquences donc de mise à jour. Donc, il est important de comprendre que ces fréquences donc, sont mentionnées, requises par la réglementation. Donc, avec voilà, pour les 2A, un minimum de tous les 2 ans et pour les 2B et les 3, un minimum de annuellement. Évidemment, ces temps-là de fréquence, ces fréquences sont dans l'idéal, mais il ne faut pas hésiter à mettre à jour plus fréquemment en cas voilà, d'incident majeur, de toute communication, que ce soit aux utilisateurs finaux, à l'environnement médical, toute communication qui serait utile à l'utilisation et à la performance ou à la sécurité du dispositif, même si c'est plus fréquent hein, que ce qui est indiqué par la réglementation en minimum. Effectivement, merci d'apporter ces précisions, puisqu'effectivement, on est connecté par rapport à la classe de risque et la fréquence de mise à jour de ces documents est directement liée à ces classes. Et enfin, le dernier point, c'est l'obligation de communication avec les autorités compétentes, évidemment, qui est une obligation pour les fabricants, notamment de mettre à disposition un dossier technique par rapport à des autorités compétentes, donc qui en France est l'ANSM et en Suisse c'est Swissmedic. Alors on continue pour les exigences qui ne sont toujours pas couvertes par rapport à l'ISO 13485. Donc on va voir les exigences d'évaluation de la conformité. Il est tout à fait normal de ne pas trouver ces éléments-là dans l'ISO, puisque l'ISO est un cadre pour mettre en place un système de management de la qualité et justement d'intégrer des exigences spécifiques liées à la mise sur le marché. Donc en l'occurrence, 3 annexes sont relatives aux procédures, aux voies de mise sur le marché, l'annexe 9, l'annexe 10 et l'annexe 11 du règlement MDR. Nous allons avoir également des plans de développement clinique appelés CDP, des plans d'évaluation clinique CEP et les CER pour la partie rapport, un plan rapport d'investigation clinique, autrement appelé CIP, CIR. Là également, Michael, si je peux me permettre du coup là-dessus, un petit point sur le plan de développement clinique qui est une nouveauté dans le cadre du MDR et qui peut être effectivement mal compris ou mal maîtrisé. Donc c'est un requis pour toutes les classes, hein, même les classes 1, les classes 2, 2A, 2B, 3. Voilà. Vraiment, toutes les classes ont un CDP à procédurer et dans la documentation technique. Donc c'est un point à ne pas négliger, même si évidemment pour ce qu'on appelle les legacy devices, les dispositifs historiques, il y aura voilà, une tolérance sur un CDP qui peut être très court et faisant référence dans la pratique au niveau des organismes notifiés, une acceptabilité sur voilà, quelque chose d'assez court et qui fait référence aux activités post-marché, PMCF, etc. Mais toujours est-il qu'il faudra mentionner au moins une section au minimum de CDP, donc de Clinical Development Plan, dans votre CEP ou en standalone aussi. Les deux sont tolérés et acceptables dans la pratique des organismes notifiés tel qu'on le voit chez NAMSA. Absolument, effectivement. On va retrouver également des exigences de sécurité et de performance, autrement appelées SSCP pour Summary of Safety and Clinical Performance, donc pour les dispositifs de classe 3 et implantables. Et donc, effectivement, on a parlé tout à l'heure de Edamed et Swissdamed, et à terme, on aura ces fameux SSCP donc disponibles via ces plateformes, dans ces bases de données, pour donner une lisibilité claire sur ces données de sécurité et de performance. Donc, c'est un changement qui est significatif. Vous aurez également des exigences par rapport au suivi clinique après commercialisation, autrement appelé Post-Market Clinical Follow-up pour PMCF, y compris les retours sur les mésusages et les utilisations hors indication et l'aptitude à l'utilisation, par exemple, on parle de usability en l'occurrence. Et là, pareil, si je peux me permettre également, un petit point sur la lisibilité. Les procédures de lisibilité, c'est quelque chose aussi qui est nouveau dans le cadre du MDR. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est noté, qui est écrit dans la réglementation, mais qui est mis en place tel qu'on le voit, nous, auprès de nos clients et tel je le mettais en place également chez BSI. Donc, pour tout ce qui va être interface avec le patient.
il faut que vous démontriez que vous avez une procédure de lisibilité, c'est-à-dire que le langage n'est pas trop complexe, que la longueur, que les informations sont compréhensibles par tout un chacun, et en particulier, bien sûr, par les utilisateurs cibles de votre dispositif. Donc c'est quelque chose qui peut être mis en place assez simplement en fait, notamment dans la pratique. Ce qui est largement utilisé, ce sont des scores issus de la littérature tels que le score Flesch-Kincaid par exemple, que vous pouvez mettre très simplement en place à travers des outils. Même dans Word, il y a des modules qui vous scorent directement votre document en termes de lisibilité. Et aussi, vous faites référence à une étude scientifique avec des seuillages de ces scores au niveau de votre procédure pour dire à partir de ce score, on accepte, on considère que la lisibilité est suffisante. Eh bien, ça suffira. Il n'y aura pas besoin d'aller faire forcément des panels de lecture de vos documents par un panel de patients. Voilà. Très bien, merci. Et puis, pour terminer la partie, ce qu'on appelle design input, les données d'entrée liées à la conception ou développement d'un dispositif médical avec l'intégration d'exigences spécifiques concernant l'évaluation préclinique, hein, notamment des tests de biocompatibilité pour ces dispositifs médicaux. On va parler également d'aptitude à l'utilisation. Cette fois, on va parler des exigences du règlement qui sont partiellement couvertes par l'ISO. Donc, on va pouvoir utiliser ce que l'on a déjà mis en place au niveau du système ISO pour aller revendiquer une conformité sur des exigences du règlement européen. On va retrouver des exigences relatives à l'application systématique et à l'amélioration du système de gestion de la qualité, y compris des politiques, une politique qualité, procédure, enregistrement. Alors, vous avez un chapitre 8 qui est dédié dans l'ISO 13485, c'est mesure, analyse, amélioration. On retrouve une partie sur le produit, on trouve une partie sur le système de qualité, sur les processus. Donc, en l'occurrence, on va pouvoir réutiliser ce chapitre 8 à des fins de conformité au niveau du règlement MDR. On va Oui, retrouver également. c'est vrai aussi, Michael, que c'est vrai que le MDR introduit par rapport à la MDD cette notion d'amélioration continue. Donc de bien le refléter. Effectivement, c'est important de faire écho à cette notion dans votre système de management, effectivement, de la qualité. Oui, c'est juste, effectivement. Effectivement, merci Thomas pour l'intervention. Le deuxième point concerne la stratégie réglementaire qui doit être documentée. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va pouvoir mettre un dispositif sur le marché, on a cette exigence de documenter les pratiques et d'enregistrer finalement aussi les documents dans un système de gestion de la qualité avec une traçabilité, avec un archivage approprié. On va retrouver également des exigences générales en matière de sécurité et de performance, de normes harmonisées, de spécifications communes qui sont considérées au niveau du chapitre 7 réalisation et plus spécifiquement au niveau de la conception-développement de la norme ISO 13485. Et puis on va retrouver la partie gestion des risques conformément à l'annexe 1 du règlement, mais vous avez également une petite note, des annotations, ça c'est une spécificité de la norme ISO. Veuillez vous référer à l'ISO 14971 par exemple pour la gestion des risques au niveau des dispositifs médicaux. Donc on va pouvoir réutiliser ce qu'il existe au niveau 14971 pour aller chercher une conformité plus globale. On poursuit sur les exigences partiellement couvertes par l'ISO. Donc, on va retrouver l'étiquetage, effectivement. Donc, on ne sera pas aussi précis pour aller chercher un UDI, donc un identifiant unique, pardon. En revanche, on retrouve des éléments clés sur l'étiquetage d'un dispositif médical par rapport aux données du patient également. On va retrouver le plan de surveillance post-commercialisation, conformément aux articles 83 et 84. On va retrouver l'identification des changements dans les exigences réglementaires, la gestion de la traçabilité des modifications qui en résultent, autrement appelé le change control ou la gestion des changements. Les exigences de communication avec les organismes notifiés, ça aussi c'est un point qui est quelque part déjà discuté dans cette ISO 13485, mais qui va nous aider aussi à renforcer ce point au niveau de l'AMDR. Et là-dessus, oui, c'est vrai, je voulais quand même rebondir aussi sur l'importance des changements dans les exigences. Le MDR est accompagné actuellement d'environ 1500 pages de guides, ce qu'on appelle donc les guides MDCG. Et il est important d'y faire référence et de les
non seulement de les maîtriser, mais de les procédurer quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que ces 1500 pages-là, même si elles ne sont pas opposables légalement, elles sont non seulement utilisées, mais rédigées par les organismes notifiés qui vont vous auditer. Donc n'hésitez pas à les intégrer le plus possible, les faire infuser le plus possible dans votre système de management de la qualité pour faire comprendre à vos auditeurs que vous le maîtrisez non seulement dans l'implémentation de la document technique, mais aussi en amont dans la procédure, dans les procédures qualité. Absolument, c'est très important de le préciser. Et merci Thomas de mettre le doigt là-dessus parce qu'on parle effectivement d'écosystème réglementaire, puisque vous avez la partie officielle juridique, réglementaire avec ses règlements, ses normes ISO, mais vous avez, je dirais, des guides qui gravitent autour de ces règlements, de ces référentiels, qui vont vous permettre de faciliter je dirais, une conformité, soit par rapport à un système de management de la qualité ou par rapport à un produit. Donc n'hésitez pas à utiliser des guides, il y en a plusieurs, guide MedDev, IMDRF, qui vous permettront de faciliter l'exercice. Merci beaucoup. Donc du coup, oui, alors une étude de cas, alors sur les dispositifs les plus simples, tout d'abord, hein, les classes 1, donc en auto-certification. Donc là, dans ce cas-là, on ne va pas prendre les cas spécifiques des 1R, 1MAS qui vont, eux, nécessiter une participation des organismes notifiés dans l'audit. Donc vous avez une série d'exemples, hein, les pansements, des thermomètres, les endoscopes, des fauteuils roulants manuels, des lunettes correctrices, etc., voilà, des instruments chirurgicaux qui peuvent faire partie de cette classification. Dans cette étude de cas-là, donc, ce qui est non couvert par l'ISO 1385, donc c'est ce que effectivement Michael présentait en amont. Donc il va y avoir les spécificités de l'annexe 3 sur tout ce qui va être donc toutes les données post-marché à générer. Donc tout ça, il faut effectivement démontrer une procédure mise en place. Hein. C'est pas parce qu'on est dans un classe 1 auto-certifié que les exigences ne sont pas les mêmes. Les exigences sont les mêmes, mais vous aurez effectivement une pratique de l'audit qui sera différente. C'est-à-dire que vous n'aurez pas en amont les organismes notifiés qui vont vous certifier, vous auditer, mais vous pouvez très bien avoir des audits et vous en aurez des autorités compétentes. Alors par exemple en France, donc l'ANSM qui auditera votre site de façon inopinée et vous devez avoir ces procédures. C'est-à-dire que vous devez être en conformité avec la réglementation, quelle que soit votre classe. Évidemment, donc, il n'y aura pas besoin de PSUR dans le cas d'un classe 1, mais vous aurez besoin des autres procédures de PMS. Le PMCF, c'est pareil. C'est-à-dire que l'annexe 14 n'exclut pas la classification 1 pour les dispositifs médicaux. Donc, vous aurez besoin de procédurer vos activités de post-marché, de suivi clinique post-marché. Ça sera la même chose évidemment pour le CDP, le CEP et le CER, tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, même si dans ce cas-là, vous n'aurez pas à mentionner de section SSCP ni CECP. Le CECP, on y reviendra tout à l'heure, donc qui est la Clinical Evaluation Consultation Procedure, qui est une nouveauté également dans le MDR et qui va concerner les classes 3 implantables et les classes de B règle 12. Donc là-dessus, comme on est en classe 1, vous n'aurez pas besoin de mentionner cela. Mais le plus important aussi, c'est d'avoir cette documentation technique décrite dans l'annexe 2 du MDR qui n'exclut pas encore une fois les classes 1. Donc même si vous êtes auto-certifié et que vous n'êtes pas audité en amont, vous pouvez être audité à n'importe quel moment. Et si vous n'êtes pas en conformité avec le MDR, ça peut être une suspension tout simplement de la certification. Et globalement, effectivement, alors ce que j'avais noté dans cette slide, c'est dans quelques cas relativement rares et surtout pour les dispositifs classe 1 vraiment de très faible risque, l'ISO 9001 est encore toléré dans certains cas. Mais évidemment, la meilleure pratique, c'est la mise en place de l'ISO 13485 hein, qui est harmonisée hein, avec le MDR. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dédié au MDR. Et les guides MDCG dont je vous parlais tout à l'heure, les 1500 pages, ne citent que l'ISO 13485. Il n'y a aucune citation de l'ISO 9001. Donc restez prudent sur la mise en place de l'ISO 9001. Comme je vous dis, elle est tolérée, mais voilà, dans des rares cas vraiment de très faible risque. Pour l'étude de cas numéro 2, donc là, on passe à quelque chose d'un petit peu plus complexe qui est à maîtriser, notamment dans le concept, qui est également une nouveauté introduite par le MDR.
qui sont les technologies éprouvées. Donc les technologies éprouvées, Well Established Technology, ou WET en acronyme, ici de classe 2B. Donc ces dispositifs sont énumérés, en tout cas les catégories sont énumérées dans l'article 52.4 notamment, et à différents autres articles du MDR, donc comme les sutures, les agrafes, les matériaux d'obturation dentaire. Je ne vais pas vous lire toute la liste, vous l'avez. Et donc voilà, merci Vincent. Donc cette fois-ci sur les procédures non couvertes, donc vous aurez besoin toujours les mêmes exigences quelle que soit la classification. Donc, PMS, ici cette fois-ci le PSUR, puisqu'on est sur du classe 2B, donc il y aura besoin du PSUR. Le PMCF, donc vous aurez besoin également de démontrer des activités donc générales et spécifiques, et tout ça de façon procédurée au niveau de votre QMS, en conformité avec les annexes relatives du MDR. Ne pas effectivement négliger le CDP, le CEP, le CER. Ici, vous aurez besoin effectivement de procédurer tout ce qui va être activité SSCP, donc tout résumé des données cliniques de votre produit. Alors, comme on est dans la spécificité WET, il y a des exclusions, notamment qui sont dans les guides MDCG, notamment. Donc c'est là où l'importance de bien maîtriser les guides MDCG, c'est que vous n'aurez pas besoin ici d'une section patient dans votre SSIP. Donc vous n'aurez pas besoin non plus de procédure de lisibilité pour ce dispositif, puisque il n'y aura pas d'interface de lecture avec le patient. Également, il n'y aura pas besoin de mentionner et de procédurer les interactions avec le panel CECP. Donc, le panel CECP, donc, qui est un panel au niveau dont le pouvoir a été délégué par la Commission européenne à l'IMA, qui s'occupe donc habituellement de tout ce qui est médicaments. Donc ce panel s'appelle Expamed. Et si vous étiez sur du 2B implantable, sur du classe 3 implantable, pardon, vous auriez besoin de procédurer l'interaction que vous auriez avec ce panel, puisqu'il faudrait inclure les opinions émises par ce panel dans votre documentation technique. Donc, tout ça, il faut le prévoir en amont par des procédures. Ici, ce n'est pas le cas grâce au fait que vous soyez WET. Donc, il y a des exclusions WET qui sont spécifiques. Également, donc, ce qu'on parlait avec Michael, la fréquence de mise à jour est importante à procédurer. De vraiment bien mentionner les fréquences dans vos procédures, sachant également qu'il y a un piège quand même dans le MDR, qui est que la fréquence de mise à jour du CER, qui est le document cœur de votre dossier technique, n'est pas mentionnée. Elle doit être en fait corrélée à la fréquence de mise à jour du PSUR et de votre PMCF report. Donc, ce sont eux les discriminants de la fréquence de votre mise à jour du CER. Donc, bien prendre en compte cela et bien aligner la fréquence de mise à jour du CER avec celle du PSUR et de votre PMCF report. S'il y a un décalage, il y aura forcément un bug et une non-conformité quelque part. Donc, bien aligner tout cela. N'hésite pas, Michael, si tu as... Effectivement, non, mais c'est très important de le souligner et tu as raison, puisque dedans, on va retrouver la balance bénéfice-risque dans ces documents. Ouais. Et donc, c'est très important de les maintenir à jour en tout temps, de manière à démontrer que le produit, le dispositif médical, fournit plus de bénéfices que de risques. C'est un peu l'objectif quand même initial d'un dispositif médical. Ouais. Ouais, tout à fait. Nous, voilà, et pour illustrer, voilà, on avait un cas où, par exemple, un client avait un PSUR mis à jour annuellement et un CER mis à jour dans la procédure tous les 3 ans. Bon, là, il y a un bug en fait. C'est pas possible. Il faut que ce soit, si la PSUR est tous les ans, le CER va être tous les ans. Voilà. Donc ça, c'est C'est quelque la chose cohérence. d'important. Ouais, Voilà. c'est une Faut que ce cohérence. soit, faut que ce soit cohérent. Mais ça, c'est vrai que c'est un piège dans le MDR parce que c'est pas explicite. Donc voilà. Et pour tout ce qui est donc ici vraiment exclusion par rapport au WET, qui est la route réglementaire WET, c'est une route, on va dire, simplifiée. Alors, elle élimine pas les exigences, mais elle simplifie l'interaction avec l'organisme notifié. Vous allez avoir du coup dans l'article 18.3 du MDR quelques exclusions, comme le fait que vous n'aurez pas besoin d'avoir une carte d'implant, par exemple. Mais avec cela, là-dessus, et là, je pense que c'est un point important, euh, de bien comprendre l'importance également des position papers, donc les avis de Team NB. Donc Team NB, c'est l'organisme européen
qui regroupe, alors pas tous, mais vraiment la plus grande majorité des organismes notifiés. Et ici, donc, ils ont émis un position paper qui stipule que cet article doit être mis en œuvre uniquement après avoir mis en analyse les risques de votre dispositif. C'est-à-dire que si votre risque va contenir, par exemple, euh, des, une incompatibilité avec le MRI, hein, par exemple, donc les interactions électromagnétiques que le patient pourrait avoir lors d'un scanner, etc. Là, vous aurez besoin de mettre la carte d'implant. Donc attention au piège là-dessus. Ça, on l'a vu aussi dans certains cas chez NAMSA. Donc l'application des articles du MDR à corréler avec les guides MDCG et les position papers Team NB. Ça, c'est vraiment un point crucial. Et donc, toujours est-il, dans chacun des cas, de toute façon, une analyse vraiment spécifique sur mesure est très fortement recommandée. Si vous copiez-collez voilà, vos procédures d'un dispositif à un autre, il y aura forcément des bugs. Non, non, c'était bon, Vincent, je te remercie. On peut passer au K3. Le K3, donc le plus complexe de ces trois cas d'aujourd'hui, des dispositifs implantables de classe 3, donc la classe la plus élevée, et avec des dérivés de tissus animaux. Donc dans les exemples, on va avoir effectivement les substituts osseux, des membranes de régénération tissulaire guidée, donc qui sont très utilisés notamment en dentaire, des patchs cardiaques, des implants cornéens, etc. Il peut y avoir toute une série de dispositifs. Ce sont souvent les plus complexes également en termes d'innovation. Donc, il y a des dimensions à procédurer également au niveau de la description des innovations qu'il n'y aura pas dans les précédents cas qu'on a étudiés. Là, tu vois, si tu veux passer à la slide suivante, Vincent. Voilà, je te remercie. Du coup, donc sur ces procédures, comme on va avoir des dérivés de tissus animaux, il va falloir procédurer la conformité avec la série d'ISO 22442 et également la réglementation dédiée, qui est la réglementation 722-2012, avec également démonstration de qualification, d'expérience de votre équipe. Si personne n'est qualifié pour comprendre les spécificités, les risques de ces normes, voilà, il faut pouvoir démontrer un entraînement que nous pouvons délivrer d'ailleurs chez NAMSA et une qualification, une compréhension des enjeux en fait spécifiques aux dérivés des tissus animaux. Vous aurez évidemment, donc là tout est en vert, c'est-à-dire que là il n'y a plus d'exclusion. En gros, quand vous êtes dans le classe 3 dérivés animaux, vous procédurez absolument tout. Vous avez besoin de tout ce qui est décrit dans le MDR, vous aurez besoin de le procédurer. Donc le PMS évidemment, le PSUR, toutes les activités PMCF générales, spécifiques, vous aurez besoin de démontrer un suivi clinique très fort. Donc tout ça, il faut le procédurer. Évidemment, le CDP, le CEP, le CER, toujours le CER, c'est le cœur nucléaire de chaque dispositif, de la classe 1 aux classe 3. Le CER, c'est le document qui va être effectivement cœur et qui se rattache à tout le reste. Le SSCP avec cette fois-ci la section patient. Puisqu'on n'est pas wet, on ne peut pas être wet en classe 3 implantable dérivés animaux. Donc, il y aura une section patient. Il faudra qu'ils puissent comprendre le dispositif et les dangers potentiels de ce dispositif. Donc, vous aurez besoin d'une procédure de lisibilité également. Et une mention CECP dans votre procédure, c'est-à-dire que vous devrez mentionner que vous savez, vous avez compris que votre dispositif va passer devant un panel Expamed que je vous citais tout à l'heure, un panel au niveau de l'IMA, qui va émettre ou non d'ailleurs, mais qui va passer par cette procédure de CECP sur votre dispositif, qui est essentiellement composé de cliniciens hein, au niveau de l'Europe. Donc tout ça, ça doit être procéduré. Et toujours pareil, donc ce piège de la mise à jour donc, du CER à caler avec le PSUR et PMCF, donc au minimum annuellement de toute façon pour les classes 3. Hein, ça, vous ne pourrez pas faire moins qu'un an. Mais encore une fois, et là le point d'intention est important, c'est un minimum. C'est-à-dire que si vous avez un incident majeur, vous avez une action à mener auprès des patients, auprès
des chirurgiens, des utilisateurs en général pour une bonne compréhension, une bonne maîtrise des performances et de la sécurité de votre patient, eh ben, vous devrez mettre à jour en décrivant ces actions que vous avez menées et mettre à jour, par exemple, la notice d'utilisation, voilà, n'importe quel document d'importance pour la maîtrise du dispositif. La documentation technique, évidemment, en conformité avec l'annexe 2, mais là, on est ici sur un tronc commun à toutes les classifications. Et là, comme on n'est pas en wet, vous aurez besoin donc, de cette carte d'implant. Après, toujours donc, cette application d'analyse des risques et une justification sur laquelle vous pouvez vous baser sur ce papier de Team NB qui est vraiment très bien fait. Et vous aurez besoin cette fois-ci de procédurer l'envoi, la lisibilité, etc., des documents dédiés à la fois aux patients et aux professionnels. Donc, ce sont des points qui sont, qui sont importants. Et, et pour tous les dispositifs, donc ces procédures, effectivement, étiquetage, avec des symboles spécifiques donc pour les tissus d'animaux, Eudamed, évidemment, qui est une nouveauté MDR et qui est besoin d'être procédurée dans tous les cas, parce que c'est une interaction qui est requise par le MDR, même si elle n'est pas nommément, à l'époque, on ne savait pas comment ça s'appelait, donc le mot Eudamed n'est pas dans le MDR, mais ça fait référence à ce système qui s'appelle Eudamed. Donc, Eudamed doit être procéduré autant que le reste. Et encore une fois, oui, vraiment, ce qui est important, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que, et c'est là l'apport, notamment des consultants de NAMSA, d'ARIAC, etc., c'est d'avoir du sur-mesure. On peut, avec l'expérience, vous donner vous faire éviter des pièges, vous donner les subtilités et la pratique, c'est-à-dire le côté pragmatique des audits avec vos organismes notifiés ou les autorités compétentes, telles la NSM. Voilà, donc là c'était un bilan ici sur les 3 cas. Donc on voit que en fonction de la classification et des routes réglementaires spécifiques, donc wet, non wet, animaux, tissus animaux, pas tissus animaux, vous aurez différentes procédures à ne pas rater. Et évidemment le cas le plus complet, donc c'est le cas implantable tissus animaux, où vous aurez besoin de procédurer tout ce qu'on a cité là. Donc ce slide là vous servira en résumé. Voilà. Merci Thomas, merci Mickaël. Encore une fois, on se rend compte qu'il y a la loi et l'esprit de la loi, on n'y échappe pas avec l'ISO 13485, le règlement européen. On voit bien que les deux documents sont des guides et que la conformité à l'ISO 13485, un peu comme par ailleurs sur d'autres sujets, est une présomption de conformité nécessaire, mais pas forcément suffisante pour s'aligner avec toutes les exigences du règlement européen. Et c'est nécessaire effectivement de jongler et de passer de l'un à l'autre de ces documents. On a bien vu dans votre représentation conjointe que le règlement européen insiste beaucoup sur 3 sujets, si je puis dire, entre la surveillance clinique et l'apport de preuves cliniques, qu'elles soient pré-market, post-market, pendant l'utilisation. Aussi la traçabilité, avec la carte d'implant, avec le labeling, avec la lisibilité, et puis la surveillance dans son ensemble, certainement fruit de l'histoire, et donc de surveiller ce qui se passe une fois sur le marché. Donc, des exigences qui sont vraiment soulevées par le règlement européen, un peu plus que par les autres 13485. Les 2 référentiels existent, sont très lisibles et néanmoins il y a parfois libre interprétation. Vous avez évoqué l'IMDRF, l'IMDCG, le Team NB, ça fait quand même beaucoup de sources. Et naviguer à travers toutes ces complexités et les méandres de toutes ces informations est souvent un exercice que l'industrie et les fabricants passent beaucoup d'énergie et d'efforts dessus pour y arriver et peuvent se faire accompagner. Et NAMSA et ARIAC se feront un plaisir d'apporter leurs compétences et leurs expertises si cela était nécessaire. Ce qui me permettra de finir peut-être cette présentation avec 2 slides sur les sociétés NAMSA et ARIAC avant que nous ne passions à quelques questions et réponses, puisqu'il y a un petit peu de temps de disponible. Mickaël, j'avais mis la slide de ARIAC, si tu veux rapidement brosser pour l'auditoire.
Qui ne connaît Oui, pas? bien sûr. Alors, quelques mots sur Ariac. Donc, c'est un centre de formation et de conseil en démarche qualité. Donc, ici, on traite des dispositifs médicaux, mais il y a également d'autres thématiques, d'autres démarches qualité mises en place au niveau de Ariac, notamment 9001, et Lean, et puis des certifications, puisque Ariac propose des formations certifiantes, en l'occurrence, toujours dans le périmètre MedTech, on va retrouver des certifications en assurance qualité en affaires réglementaires et puis une certification globale qui combine les deux expertises en assurance qualité, en affaires réglementaires. Donc ce sont des packs de formation basés sur des modules d'expertise, donc des thématiques qui vous forment à ces métiers qui sont de plus en plus pointus, plus en plus techniques et de plus en plus exigeants aussi vis-à-vis de cet écosystème réglementaire. Donc l'idée, c'est de vous donner le maximum de clés, d'éléments, d'expertise, de retours pour naviguer dans ce domaine qui est de plus en plus complexe, mais encore tellement intéressant et il y a encore des très belles choses qui vont arriver, notamment avec Suisse d'Ahmed pour la partie suisse, bien évidemment. Donc on se réjouit de voir tout cela dans ces prochains mois. Merci, Michael. Et du côté de NAMSA, pour ceux qui connaissent ou connaissent moins, historiquement, NAMSA, qui existe depuis 1967, était connu comme étant un laboratoire de test qui apporte le testing en biocompatibilité ou études précliniques, qu'elles soient vitro ou vivo pour l'industrie du dispositif médical. Il faut savoir que NAMSA a fait un petit peu plus que cela, comme vous le voyez sur cette diapositive qui résume l'activité de NAMSA tout au long du développement d'un dispositif médical, depuis le concept jusqu'à la mise sur le marché et après. NAMSA offre un panel de services en son sein avec les équipes NAMSA qui permettent, en fonction de là où le fabricant est dans le plan de développement de son produit, un accompagnement ou une solution ou des solutions. Des solutions qui peuvent être au niveau du conseil en termes d'accès au marché, en termes de mise sur le marché, commercialisation, distribution, définition de la valeur, remboursement, pricing, tous ces sujets très importants pour notamment les business plans, à savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir autant de temps et d'argent pour un dispositif médical? Y a-t-il un marché? Est-ce que quelqu'un va l'acheter? Ça, c'est la partie market research que nous pouvons faire. L'accompagnement remboursement, comme évoqué juste après. Et là, il y a aussi une phase d'accompagnement en termes de consulting par des gens tels que Thomas et d'autres au sein de NAMSA qui sont en mesure d'accompagner le fabricant sur les différents éléments clés à ne pas rater, que l'on soit en phase de concept, de faisabilité, de design verification, validation ou en phase de soumission pour s'assurer que sur les 2, 3, 4, 5 ans que parfois prennent le plan de développement d'un dispositif médical, on élimine un maximum les risques et on aille le plus droit possible, sachant que nous savons tous que la route n'est jamais droite. Mais du coup, autant mieux prévoir pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Accompagnement réglementaire et système qualité, beaucoup plus orienté sur le produit, hein, comme l'a évoqué Thomas. Travaillons directement sur le dispositif médical avec sa spécificité, un peu moins sur les processus et l'implémentation de l'infrastructure. Ça, c'est vraiment l'expertise d'Ariac, Michael et son équipe. La NAMSA travaillera vraiment plus sur le produit, avec notamment tout ce qui va être approche réglementaire spécifique pour le marquage CE, MDR, ou alors pour la soumission FDA, avec les 510K, les PMA et tout ce qui tourne autour de la réglementation aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Australie, en Asie, avec le Japon, la Chine, bref, tous les marchés clés au niveau mondial. Et puis ne pas oublier que justement, et ça a été beaucoup évoqué par Thomas et Michael, cette preuve clinique, comme ça est aussi en mesure d'accompagner, selon les besoins du fabricant, sur la phase clinique, donc investigation clinique et aussi évaluation clinique avec le CER et le CEP et notre équipe de medical writers, mais aussi l'investigation clinique, que ce soit une first in man ou bien une étude pivot, qu'elle soit européenne, américaine ou internationale, en fonction de l'objectif et du coup de designer l'essai clinique de la manière la plus efficace possible pour lever les derniers risques qui ne seraient pas adressés d'un point de vue préclinique et documentaire selon l'ISO 14971. Voilà, merci beaucoup pour les présentations, Thomas, Michael. On est parfaitement dans le timing. On va pouvoir ouvrir les questions s'il y en avait à l'auditoire. Moi, j'en ai une, mais s'il y avait quelqu'un dans l'auditoire qui avait une question brûlante, somme toute, oui. Je vois Je que vous avez peux. démuté.
Alors, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Allez-y. Bien. Alors, premièrement, je vous remercie pour l'excellente conférence. Et moi, pour moi, franchement, l'AMSA, c'est une découverte. Arrière, je connais très bien, donc je viens régulièrement. Mais je voulais savoir comment, premièrement, vous fonctionnez sur l'international et quelles sont vos parts de marché par rapport à d'autres organismes. C'est rien pour comprendre comment vous fonctionnez. Et après, j'ai une suite de questions par rapport à ça. Ouais, je vais essayer de répondre rapidement à la première question pour qu'on puisse après orienter sur les questions techniques en lien avec le webinaire. Mais merci de poser la question par rapport à NAMSA. NAMSA fonctionne de façon complètement globale. On a à peu près 1600 personnes au sein du groupe NAMSA. La plupart sont aux États-Unis, bien sûr, c'est la part de marché principale puisque c'est le premier marché mondial. Donc on a des opérations laboratoires, consulting et cliniques aux États-Unis pour accompagner avec la FDA. En Europe, une grosse équipe, 400, 450 personnes qui sont basées en Europe avec 4 laboratoires, une équipe de consultants réglementaires comme Thomas, dont beaucoup sont des ex-Notified Bodies. Thomas est un ancien de BSI, on a des anciens de SGS, anciens d'LRQA, anciens de différents Notified Bodies basés en Europe, et puis des gens qui sont basés au Japon, en Chine, et puis dans la partie plus asiatique. Le fonctionnement, il est vraiment simple et vraiment simple. Le fabricant qui a un dispositif médical, qui a un besoin, sollicite NAMSA. On a différentes solutions, soit dans le conseil, soit dans le laboratoire, soit dans l'essai clinique, et c'est à la carte. Avec une petite spécificité, comme on est la seule entreprise CRO dispositif médical dédié qui est capable d'accompagner le fabricant de A à Z, on a aussi cette solution qui consiste à apporter le continuum de services, parfois des startups pour lesquelles il y a l'inventeur et une ou deux personnes. C'est un petit peu compliqué de recruter toutes les expertises nécessaires. NAMSA peut apporter ceci de façon virtuelle, un peu comme n'importe quelle société, et accompagner et piloter le développement du produit pour le fabricant quand il en a le besoin. Donc, dans le processus, rien que pour le fabricant. Ben, ça, par exemple, si par exemple quelqu'un il veut investir dans une clinique, etc., ça, c'est autre Oui, chose. oui, oui, D'accord. tout à fait. Alors, que Ok. pour le fabricant de dispositifs médicaux. D'accord. Merci. Question 13 485, peut-être? Je savais que vous en aviez évoqué une. Sinon, moi, j'en ai une. Je vais la poser parce qu'on se l'est, qui était aussi impulsée par les discussions. Quand on écoute Thomas et Mickaël, vous avez beaucoup insisté sur le cas par cas, la spécificité DM, la spécificité de l'entreprise. Or, aujourd'hui, on voit fleurir deux choses sur le digital, sur la toile. Un, les systèmes de management de la qualité vendus telle centaine d'euros par procédure. Et de l'autre côté, on voit fleurir l'intelligence artificielle. Ces deux choses-là sont un petit peu contradictoires avec le à la carte. Quelle est selon vous la façon de lire ces choses-là et comment le système de management de la qualité, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, selon vous, reste quelque chose de très spécifique et à customiser? Oui, alors je me permettrai de peut-être de répondre en premier, Thomas, et si tu Bien veux sûr. bien, tu compléteras. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien à tout niveau, je dirais, et particulièrement au niveau des dispositifs médicaux, plutôt système management de la qualité, où certaines entreprises, certaines personnes commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des procédures, par exemple. Alors, c'est pas une mauvaise chose en soi, hein. L'intelligence artificielle reste un outil, au même titre qu'un autre fichier Excel ou qu'autre logiciel, pour nous aider à faciliter peut-être la gestion des documents ou la création voilà, de procédures ou de documents internes à l'entreprise. Il faut savoir que l'intelligence artificielle crée du contenu. À partir de là, le contenu proposé doit être vérifié. Et c'est cette partie-là, je pense, qui est essentielle de rappeler, c'est qui contrôle. Et en l'occurrence, nous sommes dans un domaine ultra réglementé où la sécurité et la performance du dispositif médical doit être assurée en tout temps, qui veut dire également le niveau de contrôle de sécurité et de performance. Donc, utiliser l'intelligence artificielle, pourquoi pas, ça peut être très utile. En revanche, je mettrais un point d'attention sur le fait de contrôler l'information qui est générée par l'intelligence artificielle. Est-ce que ça correspond aux besoins de l'organisme
aux besoins donc de l'entreprise en premier lieu? Est-ce que ça correspond aux besoins des clients? Et ça, l'intelligence artificielle ne connaît pas votre activité. Et ça, c'est très important de prendre en considération cela, puisque vous avez, vous, la vue 360 degrés de qui sont vos clients, quelles sont les exigences clients, quelles sont les exigences réglementaires qui vous sont applicables. Et en l'occurrence, ce sont des informations que le cerveau humain peut très bien gérer, même en 2024 et encore mieux en 2025, j'en suis convaincu. Donc le message clé, c'est oui pour l'intelligence artificielle, mais avec du contrôle pour donner cette spécificité par rapport à des exigences clients qui vous sont propres et des exigences réglementaires spécifiques également. Oui, moi je suis totalement en accord avec ce que tu dis. Et effectivement, l'IA transforme effectivement notre interaction avec l'outil informatique, mais il faut pas oublier que ça peut induire un risque en fait, hein, dans votre un nouveau risque d'un nouveau type en fait dans votre système de management de la qualité ou de gestion de la documentation. Ce sont les erreurs générées par cette intelligence artificielle tout simplement quoi. Et la non adaptation, c'est-à-dire le non sur mesure, hein, puisque lui il va pas avoir l'expérience pragmatique pratique que peut avoir un être humain qui a 15, 20 ans, 30, 40 ans d'expérience dans un domaine, il ne peut pas l'avoir, ça. C'est la réalité, il ne peut pas l'implémenter. Donc vous allez générer déjà des erreurs d'interprétation, parce que on est aussi face à une loi complexe où il y a des interprétations. Donc la machine, elle va avoir un niveau d'interprétation. Or, il faut en avoir plusieurs et il faut connaître les interprétations de chaque notified body ou de chaque organisme notifié. Donc, c'est à la fois un risque et effectivement, oui, c'est surtout en fait un risque qu'il faut maîtriser. Donc, si ça peut permettre d'aller plus vite dans la rédaction de quelques documents, ça pourquoi pas. Mais si vous l'utilisez comme stratégiste, vous allez droit dans le mur. Ça, pour le moment, c'est sûr et certain que vous allez droit dans le mur. Il n'aura pas la subtilité, il n'aura pas la compréhension des enjeux, il n'aura pas les interprétations nécessaires, il n'aura pas l'expérience des ex-auditeurs ou des auditeurs, etc., que vous pouvez avoir en consultant. Donc, vraiment, warning sur l'utilisation de l'IA dans vos dossiers. Effectivement, comme tu disais, Michael, une grande maîtrise est nécessaire parce que ça induit un nouveau risque d'un nouveau type. Voilà. Merci Mickaël, merci Thomas. Il reste quelques minutes peut-être pour une autre question de l'auditoire. N'hésitez pas, hein, toute question est bonne, il n'y a pas de mauvaise question, comme on dit. Et puis on se propose, même si les questions n'arrivent pas tout de suite, effectivement, vous pouvez nous recontacter par la suite. Vous avez devant vous les adresses mail de chaque intervenant. Donc n'hésitez pas. On comprend tout à fait qu'il y aurait des questions spécifiques par rapport à un dispositif ou par rapport à un projet et qui seraient délicats à poser là dans ce webinaire. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger d'une manière un peu plus confidentielle. Oui. Et de pratiquer le sur-mesure, justement. Et de pratiquer le sur-mesure, effectivement. Ensemble. Voilà. C'est juste. C'est juste. Peut-être une autre question? Une dernière, peut-être? Je ne vois pas de micro se démuter, unmute. Donc, Mickaël, Thomas, merci beaucoup pour l'enrichissement et votre proposition, la préparation et le livrable aujourd'hui. J'espère que les 8 personnes qui se sont connectées auront appris quelque chose. On apprend toujours. Moi, j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. J'ai pris des notes avec mon stylo. Donc, merci encore. Pour l'auditoire présent et pour ceux qui ne se seront pas connectés, Namsa et Ariak seront ravis de réorganiser un webinaire dans les prochaines semaines et prochains mois. On va réfléchir sur des sujets. Si vous avez des propositions de sujets, on est preneur aussi. Vous pouvez les emailer ou à Mickaël ou à Thomas, dont vous avez l'email ici. Et on pourra construire également un webinaire ensemble. Et sur ce mot de fin, je souhaite à tout le monde un bon appétit, puisque l'heure approche. Et une bonne fin de journée, une bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci à Merci Merci tous. beaucoup à tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Au Bonne revoir. continuation. Merci, au revoir. Au revoir.